Ok, on va continuer pour parler de l'apport donc des techniques ou des technologies géospatiales dans la réduction des risques de catastrophes. Et donc d'abord, on va parler de télédétection et gestion des catastrophes, ensuite de SIG et gestion des catastrophes, et on va finir par faire ressortir quelques avantages et inconvénients ou défis des technologies géospatiales dans la gestion des catastrophes. Et donc, on va noter que les catastrophes naturelles n'épargnent aucune région du monde. Les événements des dernières années le montrent bien par leur impact dévastateur. Et donc, afin de prévoir, de surveiller et d'atténuer de telles catastrophes, les données liées aux risques naturels doivent être collectées de façon rapide et continue. Mais la grande étendue des zones affectées rend les méthodes conventionnelles peu efficaces face au monde en évolution. Donc là, voilà là où nous sommes. Par exemple, ce qui vient de se passer en Turquie. Normalement, depuis que ça a commencé, parlant même du moment où la chose se passe, depuis que ça a commencé, il était nécessaire de surveiller. Les politiciens, même dans leur bureau, doivent pouvoir suivre ce qui se passe. Selon vous, est-ce que ceux qui sont sur le terrain là, s'ils n'ont pas de GPS ou bien n'ont pas de, je ne sais pas, quelque chose qui puisse leur montrer ce qui se passe sur le terrain, est-ce que le politicien peut savoir pour prendre des décisions rapides? Mais si on avait, par exemple, la capacité d'avoir des images satellitaires de la situation chaque 2 heures, supposons même qu'on est dans un cas de feu de brousse, il faut qu'on ait la possibilité de savoir comment le feu, quelle est la direction du feu, quelle est la vitesse du déplacement du feu, et tout ça. Mais c'est avec les images de télédétection qu'on peut suivre ces choses-là. Et donc, pour avoir ces données rapides, de façon rapide et continue, je pense que c'est tellement, enfin, on peut dire déjà que les méthodes conventionnelles montrent quelques limites. Mais est-ce qu'il y a d'autres méthodes? Certainement. Donc, la solution, c'est la géomatique. À travers ces outils et ces méthodes, telles que la télédétection et les sigles, qui peuvent permettre donc de collecter rapidement des données aux échelles régionales et mondiales, et même locales, pourquoi pas, et de manière répétitive, représenter, analyser, intégrer des données géographiques et aider la gestion des catastrophes. Donc, vous voyez que nous avons notre place dans la gestion et dans la réduction des risques de catastrophes. Et donc, on va parler donc de télédétection et gestion des catastrophes. Et comme on a vu, je crois on a vu beaucoup de bases fondamentales au système d'acquisition, on avait vu qu'il y avait plusieurs domaines d'application des images multispectrales, des images, disons, de l'imagerie hyperspectrale, de l'imagerie ultraspectrale. Est-ce que c'est pour bien tu as oublié tout ça? Et donc, en matière de risque, les applications sont nombreuses. On a la modélisation du risque, on a l'analyse de la vulnérabilité, on a l'alerte précoce et on a l'évaluation des dégâts. Vous allez voir souvent ici, la plupart des choses, comment je vais dire ça, des sujets qu'on va donner aux étudiants, ils vont vouloir mettre en place un système d'alerte précoce. C'est très important. C'est ça qui permet d'informer la population au moment opportun. Donc, ces applications sont en rapport avec les phases de cycle de gestion des catastrophes et diffèrent selon le type de catastrophe. On va pas revenir quand même sur les affaires de satellites. Donc, comme je le disais tout à l'heure, il y a plusieurs types de satellites qui sont dédiés à l'observation de la Terre.
Hmm. La fréquence et la zone de leur observation varient. Et on a deux types de satellites adaptés à la gestion des catastrophes. Hmm. Les satellites géostationnaires et puis les satellites polaires. Et chaque satellite est équipé de un ou plusieurs capteurs qui prennent des mesures en diverses longueurs d'onde. Ça, on ne va pas revenir sur ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne comprend pas ça? Ça, tu ne comprends pas? Tu comprends? Et donc, on a... Allô, madame? Oui, monsieur Arnaud. Madame, s'il vous plaît, prenons le cas de, au-delà de ce que vous venez de dire, prenons le cas de la Turquie actuelle. Où par exemple, on a encore peut-être, il arrive parfois qu'il y avait des victimes qui étaient encore ensevelies sous les décombres. Est-ce qu'au-delà des satellites, la géomatique ne permet pas aussi, par exemple, à travers, comme l'avait dit tout à l'heure, avec peut-être les leurrons d'hommes, peut-être que des fois, vous détectez peut-être la chaleur humaine pour dire que peut-être les mouvements des hommes sous ces décombres-là, pour dire qu'on peut retrouver des personnes encore qui sont vivantes sous ces décombres-là, par exemple. Vous voulez dire, par exemple, la géophysique? C'est ça. Oui, on peut utiliser la géophysique, mais n'oublions pas que souvent, il y a des ondes qui peuvent être nuisibles pour la santé de l'homme. Et il y a des satellites qui sont capables de détecter des zones chaudes, comment je vais dire ça, dans la terre, mais à des profondeurs quand même raisonnables. Donc, si la personne n'a pas été engloutie jusqu'à une certaine profondeur, de la terre. Non, mais je suis là, comment? Pardon? On ne peut pas vraiment utiliser la géophysique. L'information doit être mêlée à celle. Mais qui va échanger? Non, il y a des gens qui tiennent. Il y a des gens qui tiennent. Non, on ne tient pas compte de ça. Un petit mot. Donc, monsieur Arnaud, c'est vrai, il y a d'autres techniques avec lesquelles les gens vont sur le terrain pour chercher. Mais en même temps, la télédétection peut aussi donner des indicateurs d'ordre général. Et maintenant, sur le terrain, les gens vont actionner certains équipements, certains dispositifs pour retrouver les gens rapidement. Donc, les capteurs infrarouges peuvent détecter les inondations. Les capteurs micro-ondes peuvent servir à mesurer la déformation de la Terre avant et lors des séismes et des éruptions volcaniques. Donc, vous voyez que la télédétection a son rôle à jouer. Et les applications de la télédétection à la gestion des, comment je vais dire ça, des catastrophes varient aussi en fonction des longueurs d'onde. Oui, c'est normal. Donc, la télédétection visible permet de faire avant et après des comparaisons en cas de catastrophe. Par exemple, si on prend notre campus tel que nous connaissons le campus aujourd'hui, avec l'emplacement du Kira, on suppose, on ne veut pas que ça arrive, supposons qu'il y a eu un tremblement de terre ici, avec une magnitude de l'ordre de 7 selon l'échelle de Richter. Il y aura beaucoup de destruction. Donc, pour mesurer l'ampleur de, comment je vais dire ça, du dommage, on va prendre une image d'après et une image d'avant le séisme. Et on va voir ce qui a été détruit, tout simplement. On va voir ce qui a été détruit.
Donc, c'est important. Et donc, vous voyez ici, on voit un peu les catégories de satellites en fonction de certaines applications. Voilà. Donc, le proche infrarouge s'occupe donc, peut nous permettre de suivre les inondations. Et on voit ici que les images MODIS, sur cette image, mettent en évidence des épisodes d'inondation. Parce que de loin, on peut voir où est-ce que l'eau, comment est-ce que l'eau s'est étendue. L'infrarouge thermique, tout à l'heure, quand on a parlé de feu, hein, ou bien de personnes qui englouti dans une profondeur un peu tolérable. L'infrarouge thermique, donc, tu vas permettre donc de détecter les feux de brousse, la cartographie des zones brûlées, les points chauds et les activités volcaniques. Hein. Déjà même avec ETM+, ou bien OLI, et OLI, on peut déjà savoir ça. C'est cool en fait que nous faisons ici avec vous. Quand on vous donne le sujet, ah ok, j'ai tel sujet, je dois travailler sur le feu de brousse. Donc déjà, je vois les différentes images que je peux utiliser. On avait dit ça au cours. Et maintenant, vous allez tenir compte de l'échelle en fonction de l'étendue de votre zone d'étude. Quelle échelle, donc en fonction de l'échelle, quelle image a sa résolution qui peut m'aider. Et tout ça. Donc c'est important. Il y a le micro-ondes radar. Et voilà. Donc, on voit ici une animation réalisée à partir de 2 images radar SAT prises en janvier et mars 2015 qui montrent l'étendue de l'éruption volcanique Villarrica au Chili. Le Chili aussi est une zone où il y a beaucoup de... Il y a ces 2 choses. Il y a le volcanisme et il y a les séismes. Oui. Et donc, on voit ici radar SAT qui peut permettre d'étudier la déformation du sol et le mouvement du sol. Il y a AMSRE qui peut aussi permettre d'étudier les inondations. Donc, vous voyez que en fonction de votre thématique, il y a des images qui sont plus appropriées. Et donc, on va parler donc de la télédétection et les inondations. Et donc, selon l'ampleur des perturbations qui peuvent survenir, il peut être difficile pour les gérants des catastrophes d'avoir accès aux régions éloignées ou aux régions qui sont coupées suite à la catastrophe. Il y a eu le cas en 2000, je ne sais plus si c'est 2020 ou 2019, où San Pedro avait été coupé du reste de la Côte d'Ivoire. Dans ce genre de cas, si on ne peut pas s'y rendre, soit on utilise des avions, enfin, quand je parle de couper, on veut parler de voies d'accès terrestre. Des fois même les avions peuvent partir, mais ils n'auront pas à poser. Et donc, il y a beaucoup de choses. Mais si on avait, par exemple, plusieurs satellites, nous, en tant que Côte d'Ivoire, et qu'on avait un satellite qui était en orbite et qui avait pour rôle de suivre les inondations, lorsque ce genre de cas se produisent, puisque les techniciens sont là et qu'on a notre agence spatiale de techniciens, on peut, comment on a vu ça, comment on a dit beaucoup, on avait parlé de quoi? De pointage et de pilotage. Donc, on peut essayer
repointer, changer le pointage du satellite pour qu'il puisse être sur la zone inondée pour voir comment la chose évolue et donner des images au fur et à mesure. Et donc, comme outil technologique, la télédétection est indispensable dans ce processus car il montre la possibilité de visualiser ce qui se passe dans une zone touchée sans compromettre inutilement la sécurité des utilisateurs. Imaginez si les pompiers avaient utilisé la télédétection deux fois même pour intervenir. Et puis peut-être, ils sont dans leur bureau, les images leur viennent et savent comment le feu évolue. Généralement, c'est ce qui se fait dans les pays développés. Et lorsque l'avion même qui va là reçoit, il y a un petit écran, il y a quelqu'un qui est là à côté du pilote certainement, qui dit non, voilà, c'est ici, il y a les coordonnées GPS. Et donc, il suffit juste d'appuyer les boutons. Et puis l'eau sort. Donc, on ne peut pas se tromper de site. Et donc, c'est très important. Donc, vous voyez un peu que ce que vous faites ici, là, ça peut vous faire manger ça peut vous permettre de réussir dans plusieurs domaines. Donc, dans l'impossibilité pour les planificateurs d'identifier toutes les zones qui vont probablement subir des inondations à un endroit, la télédétection peut mettre en lumière les caractéristiques de la géographie qui pourraient rendre la localité exposée au risque de catastrophe. Voilà. La télédétection et les tremblements de terre. Donc, après un tremblement de terre, aussi bien la visibilité à l'œil nu que l'accès aux zones les plus touchées peuvent s'avérer limité. Face à ces difficultés, il devient plutôt difficile aux agents d'intervention d'urgence d'accéder rapidement au survivant. Tout à l'heure, je crois que c'était la préoccupation de M. Arnaud. M. Conan, Madame Conan, c'est docteur? Bonjour, docteur. Bon. Monsieur Arnaud est là? Vous m'entendez toujours? Monsieur Arnaud? Très bien. Donc, on continue. Donc, face à ces difficultés, il devient difficile aux agents d'intervention d'urgence d'accéder rapidement aux survivants. La télédétection améliore énormément la vitesse et la qualité de l'aide possible à apporter. Les recherches et le sauvetage sont plus efficaces avec la télédétection après de grands tremblements de terre. Vous voyez? Donc, ça va dans le sens de sa question. Donc, on voit ici la place Biba à Katmandou, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO avant et après le séisme d'avril 2015. Voilà, et ce sont des images de satellites Pléiades prises le 20 novembre 2004 et le 27 avril 2015, c'est-à-dire avant et après. Donc, vous voyez l'ampleur, ça permet de voir l'ampleur de la destruction. Hein? À la réunion. Je finis tout de suite. Ok, donc on va aller rapidement. Dans tous les cas, vous avez les cours. Et donc, on va aller rapidement. Hein. Ensuite, il faut dire que la télédétection aussi intervient dans l'étude dans la gestion des catastrophes climatiques. Quand on parle de catastrophes climatiques ici, il y a quoi? Les sécheresses. Les incendies aussi sont classés parce que c'est quand la température augmente jusqu'à un certain niveau que ces choses-là arrivent, les tempêtes. Donc, la télédétection va aider à prévoir à surveiller les zones de sécheresse, les incendies, les feux de forêt, les tempêtes, quand le cyclone avance. Hein?
Avec les images noires, on a la possibilité de suivre ces choses-là jusqu'à ce que le cyclone disparaisse. Ensuite, on a la télédétection et autres catastrophes. Donc, il y a d'autres catastrophes comme les éruptions volcaniques, les glissements de terrain. La télégestion permet de suivre toutes ces choses-là. Voilà, on avance. Et ça nous permet aussi d'établir des cartes, de faire des cartes. Donc ici, on voit un aperçu de la nouvelle carte d'une région d'Haïti, qui avait été totalement, je crois, saccagée par un important séisme dans le temps. Haïti. Et aussi, autre chose aussi, c'est la mise à jour des informations. Et cette mise à jour, c'est vrai que la télédétection peut aider, mais surtout le SIG. Et donc, au niveau du SIG, vraiment, vous êtes d'accord avec moi que, parce que nous sommes en géologie ou en géographie, nous parlons généralement de SI, et puis on met G, parce que notre référence, c'est la Terre. SIG. Mais il y a SI, système d'information informatique, il y a les SI un peu partout. SIE, système d'information environnementale et autres. Donc, les SIG, en réalité, c'est les SIG même qui vous permettent de pouvoir aller travailler un peu partout. Parce que, quel que soit le problème, par exemple, quand il s'agit de l'approvisionnement des marchés d'Abidjan en février, le SIG intervient. Quand il s'agit de l'érosion hydrique, le SIG intervient. Parce qu'il suffit de comprendre le phénomène, dégager les paramètres impliqués dans le phénomène, et puis certainement utiliser, mettre en place un système d'information pour pouvoir gérer ces choses. Et ces systèmes-là, souvent, évoluent pour donner ce qu'on appelle les modèles que nous connaissons, qui sont vraiment validés avec plusieurs, comment je vais dire ça, plusieurs applications. Et une fois c'est validé, ça devient comme un modèle que tout le monde peut utiliser en fonction des conditions requises. Et donc, le SIG va nous permettre de dresser des cartes de risque. Généralement, nous les faisons en Côte d'Ivoire. Va nous permettre de localiser les installations indispensables. Va nous permettre de gérer des bases de données communes. Et c'est ça qui est le plus important. Une fois la base de données est mise en place, est conçue, vous voyez, avec le web mapping, cette base de données-là, elle peut donner naissance, elle peut engendrer un système d'alerte précoce, surtout en matière de risque naturel. Un système d'alerte précoce par rapport aux inondations, par rapport aux sécheresses, par rapport aux feux de brousse, et ainsi de suite. Donc, ici, ce que vous voyez ici, chose WACO, c'est les interactions, les cartes, les tables attributaires qui sont derrière chaque information. Voilà. Et les SIG aussi peuvent aider à évaluer la vulnérabilité. Et à faire la planification. Et en réalité, c'est ça, c'est l'objectif, un des objectifs ultimes qu'on vise en mettant en place un SIG. Parce que c'est pour pouvoir orienter les prises de décision. Les SIG peuvent intervenir dans l'atténuation. Il facilite donc la mise en œuvre des mécanismes nécessaires pour réduire l'impact d'une situation d'urgence potentielle et il permet de représenter dans l'espace les zones à risque. Ça, souvent, nous faisons ici au CURAD. Et donc, c'est très important. Les SIG interviennent dans la préparation, effectivement. On avait dit que la préparation, c'est surtout la communication, la sensibilisation et autres. Et donc, il faut pouvoir identifier et localiser les ressources. Une fois les zones à risque sont localisées, il faut informer les personnes. Voilà. Et donc, même un web map, un web site peut
peut permettre d'informer les gens. Le SIG aide aussi dans la préparation. Oui. Le SIG aide dans la préparation, dans l'intervention, dans la restauration. Et donc, vous avez plusieurs avantages qui se dégagent de tout ce qu'on vient de voir. La télédétection fait gagner du temps. Les utilisateurs de la technologie n'ont pas besoin d'aller physiquement sur place et ainsi de suite. Il y a aussi la télédétection va permettre de mieux planifier et de mieux reconstruire, va permettre aussi de prévenir la même catastrophe à l'avenir. Et le cycle aussi a ses avantages. Il facilite l'intégration de divers renseignements. Et c'est ça l'important du cycle. Voilà. Mais il y a un certain nombre de facteurs que lorsqu'on dépasse, ça devient difficile à gérer. Le nombre. Le SIG analyse efficacement, recueille et gère et distribue des renseignements mis à jour. C'est très important parce que c'est dans le SIG qu'on peut mettre à jour les informations. Le SIG est polyvalent et facile à utiliser. Il y a des tableaux d'attributs et autres qui peuvent facilement être mis en tableau et autres. Donc, le SIG est... maintenant, il y a des défis d'utilisation. Ils sont coûteux. La télédétection, par exemple, elle est coûteuse. Ce n'est pas tout le monde qui a accès aux images. La résolution des images peut constituer un défi en fonction de l'objectif visé et autres. Au niveau du SIG aussi, il est complexe. Le SIG est complexe. N'importe qui ne peut pas se lever comme ça et puis dire de faire un SIG. Et donc, il nécessite un grand nombre de renseignements qu'il faut trier. Donc, il faut faire des requêtes. Donc, c'est les spécialistes, c'est les géomaticiens comme vous qui peuvent faire ça. Et le temps est crucial dans une situation d'urgence. Donc, si on doit prendre le temps d'aller analyser, faire la mise en place d'abord et autres, ça pourrait être des choses pas vraiment opportunes au moment où la chose se passe. Voilà. Donc, nous avons notre place, nous, en tant que géomaticiens, la géomatique a sa place dans la réduction, dans la gestion, la réduction des risques de catastrophe. Je vous remercie. Oui. Bon, comme on m'appelle de l'autre côté aussi, donc je m'en vais.